Yo les Brookis, on se retrouve une fois encore pour les concerts de Brook, c'est l'épisode 3. Je le rappelle, petite compilation d'analyses que je fais pour TikTok. En tout cas, profitez parce qu'on a 4 nouvelles analyses et nous on se retrouve très bientôt encore une fois. A plus les Brookistes. My Hero Academia est un manga enfantin. C'est ce que beaucoup de personnes disent et est-ce que c'est le cas pour moi? Non, parce que après analyse et après avoir regardé plusieurs fois déjà le début de MHA, on voit qu'il y a pas mal de sujets assez lourds qui sont présents dans le manga dès le début. Et c'est surtout autour de Izuku, du personnage d'Izuku, que ces thématiques, que ces thèmes hyper sérieux au final sont mis en avant, même si à première vue, beaucoup de personnes sont passées à côté. Bon, déjà, on le sait tous, à la base, Izuku n'a pas d'alter. Et on a déjà un thème assez sérieux qui arrive, c'est tout simplement la discrimination. En effet, les personnes n'ayant pas d'alter sont discriminées dans le monde de MHA, sachant que 80% de la population possède un alter. Pour eux, ne pas avoir d'alter est quelque chose de pas commun et pas normal. C'est ce qui a aussi amené un deuxième thème assez lourd, assez important, c'est l'harcèlement. Parce que cette discrimination a amené de l'harcèlement de Bakugo envers Izuku, qui lui a clairement dit de se suicider. Ce qui n'est pas rien quand même, ce qui est des paroles lourdes de sens, et l'harcèlement est un acte lourd de sens également. Donc ça fait déjà deux points assez intéressants, prouvant que MHA n'est pas un manga enfantin. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la question de l'héritage. En effet, on sait à quel point l'héritage financier ou émotionnel est quelque chose de compliqué lors d'un deuil. Là, ce n'est pas lors d'un deuil, mais Izuku va devoir récupérer les pouvoirs de All Might. Qui dit récupérer le One for All, dit que All Might va s'éteindre petit à petit en tant que héros. Il va devoir quand même faire un deuil au final. Et sauf que du coup, cet héritage, c'est celui d'All Might, mais c'est aussi l'héritage des autres des possesseurs du One for All avant lui. Et la question de l'héritage, encore une fois, est une question assez complexe. Il y a la pression sociale, parce que du jour au lendemain, il se retrouve avec un alter, il doit se remettre à niveau. Enfin, il a une pression de son mentor. Son mentor est le héros numéro 1, c'est All Might. Il doit lui faire honneur, mais il se met aussi une pression à lui-même. Du jour au lendemain, comme je l'ai dit, il possède un alter. Il veut rentrer à UA, c'est-à-dire qu'il doit très rapidement être au même niveau que la classe héroïque, que tous ses camarades de classe. Il subit donc une pression sociale, mais immense. En fait, tout est sujet à pression pour lui, et c'est pour ça aussi qu'on le voit, entre guillemets, plusieurs fois pleurer. C'est parce que déjà, de une, quand t'as été harcelé pendant très longtemps, déjà, émotionnellement, t'es fragile, mais en plus de ça, quand t'as une pression de fou, tu craques beaucoup plus facilement. Et c'est grâce à tout ça qu'on voit que MHA au final n'est pas du tout enfantin, et ça dès le début du manga, même s'il pourrait paraître assez enfantin. Donc pour faire un récapitulatif, on a quand même de la discrimination, de l'harcèlement, la question d'héritage et la pression sociale qui est juste énorme. Bref, en tout cas nous on se retrouve très bientôt. À plus les Brookistes. Est-ce qu'Hidan est toujours vivant? C'est la question que beaucoup se posent, et en plus Manga se l'est posé sur l'une de ses vidéos et je voulais en parler justement là-dessus. C'est grâce à elle si j'ai eu l'idée d'en parler, mais il y a pas mal de choses qui permettent de savoir s'il est vivant ou pas. Reprenons depuis le début. Déjà on sait qu'Hidan est immortel à la base et qu'il est enterré dans le domaine des Nara, dans leur parc, etc. Enfin bref, on l'a tous vu dans Naruto ou Naruto Shippuden pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais est-ce qu'il est vraiment immortel? Faut pas oublier que Hidan à la base est un fidèle au culte de Jashin, et c'est ce culte là qui lui donne l'immortalité. Mais pour ça il doit remplir plusieurs conditions, comme toute personne suivant un culte. Cette immortalité lui est donnée par le meurtre. C'est en tuant puis ensuite en priant qu'il a cette question d'immortalité. Sauf que ça fait plus de 15 ans qu'il n'a pas tué et qu'il n'a pas du coup prié. On est un petit peu sur du sacrifice, un petit peu comme tout ce qui est sacrifice de bêtes pour différents cultes. Les Mayas l'ont fait, les musulmans avec le sacrifice du mouton, l'Aïd le font, plusieurs religions le font, plusieurs cultes le font, et sauf que la différence avec le culte de Jashin, c'est que Hidan doit sacrifier des humains, mais vu qu'il ne peut plus tuer, il ne remplit plus les conditions en plus de sa prière, pour être immortel. Donc il est très probablement décédé. Son immortalité ne vient pas de nulle part, et à aucun moment on nous a dit qu'il y avait réellement des êtres
immortels dans l'univers de Naruto. Toutes les personnes mortes immortelles avaient au final une façon de mourir particulière. Et pour Hidan, il a juste fallu qu'il ne puisse plus tuer et qu'il ne puisse plus pratiquer son culte. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Nous, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes. J'ai vu le film 4 de Pokémon. Bon, vous savez que je me retape tous les épisodes de Pokémon en parallèle de mes animes et de mes mangas. Et du coup, j'avais terminé la deuxième partie de Johto. Et donc, qui dit terminer cette partie, dit film Pokémon. Et du coup, j'ai vu Celebi, la voix de la forêt. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, sachant que je l'ai vu il y a très longtemps, quand j'étais gosse. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé en tant qu'adulte? Eh ben, on va commencer tout de suite. En termes d'animation, l'animation a super bien vieilli et j'ai trouvé le film super beau. C'est sûr qu'on n'est pas sur à la Demon Slayer avec les animations d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sûr, ça restera plus beau que le film Slam Dunk qui arrive et le film Dragon Ball Super Heroes. Voilà, ça met des années-lumière alors que c'est un vieux film qui date des débuts des années 2000. Ensuite, en termes de scénario, ce que j'ai beaucoup aimé, contrairement au film 3, donc celui avec Entei Lizardi, c'est que pour le coup, le Pokémon fabuleux, donc Celebi, et le Pokémon légendaire, donc Suicune, ont eu leur lore de respecter. Pour le coup, on a bien parlé de Celebi, du fait que c'est le gardien de la forêt, qu'il puisse voyager dans le temps, etc. Et pour Suicune, il y a bien le délire de purification de l'eau, qu'il est là pour vraiment purifier les eaux, quel que soit leur état. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre Sacha et du coup le professeur Shen, dans le sens où on sait que l'enfant que Sacha rencontre et qui a voyagé dans le temps, c'est le professeur Shen 40 ans plus tôt. Le professeur Shen a l'air de le savoir, vu qu'on le voit plus ou moins faire référence après le coup de téléphone qu'il a eu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a pas mal d'indices pour nous le dire sans trop nous le dire. En fait, on le comprend sans qu'ils nous le disent officiellement. Et ça, j'ai trouvé plus ou moins intéressant. Par contre, j'ai vu sur un vieux site de streaming, c'est même un blog pour vous dire, parce que c'est le seul truc où j'ai trouvé tous les épisodes et tous les films. Et je sais pas si le doublage est officiel ou non, mais en tout cas, ça a été catastrophique. On a eu un casting totalement différent de ce qu'on a habituellement pour les épisodes Pokémon, que ce soit pour Sacha, Pierre Ondine, le professeur Shen, mais même pour les Pokémon. Pikachu n'avait pas le même doubleur, le même comédien de doublage qu'habituel, et c'est très perturbant. Mais bon, globalement, j'ai vraiment kiffé le film. Il y a quelques éléments, bien sûr, que je ne comprenais pas quand j'étais gosse ou qui passait à travers. Par exemple, le problème de casting, ça m'aurait rien foutu. Je m'en serais branlé très clairement. Alors que là, ça m'a un peu dérangé, ça m'a un peu déstabilisé. Après, vraiment, je ne sais pas si le casting était officiel ou pas, mais ou c'était juste un doublage fait par des amateurs, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà pour le film. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez et nous on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes. Est-ce que le Gear 5 est une mauvaise transformation? J'en ai entendu des choses sur le Gear 5. Le Gear 5 n'a plus de côté badass. Le Gear 5 est ridicule. Luffy a glow down avec le Gear 5. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est tout simplement les gens qui n'ont pas aimé le Gear 5? Ou est-ce que Oda a raté cette transformation? Rappelons-le déjà, ce qui caractérise Luffy. Luffy a toujours été un jeune garçon joyeux et libre, ce qui correspond aux caractéristiques du Gear 5. La bonne humeur et la liberté. Donc déjà, on a une cohérence entre le caractère de Luffy et les caractéristiques du Gear 5. Maintenant, on va aller dans les origines du pouvoir de Luffy. Il y a déjà très longtemps, au début de One Piece, Oda a répondu à une interview pourquoi il n'a pas de données de pouvoir badass à Luffy. Et il a tout simplement répondu parce que ça ne l'intéressait pas. Il voulait donner à Luffy un pouvoir ridicule et drôle, d'où le caoutchouc justement. Et donc pourquoi le cartoon? Parce que tout est lié. Le cartoon est l'une des manières pour rendre le ridicule facilement visible. C'est l'une des meilleures façons de le mettre en place. Et le ridicule est tellement poussé que les personnages sont libres de faire ce qu'ils veulent. On a donc toutes les caractéristiques de ce que voulait faire Oda. Un fruit, un pouvoir libre et ridicule. On a vraiment ce côté du coup libre de Luffy et ce côté ridicule du fruit et du pouvoir qu'Oda a fait. Donc, en conclusion, le Gear 5 n'est pas raté. Le Gear 5 est une réussite dans ce que voulait faire Oda avec les pouvoirs de Luffy. Par contre, qu'on aime ou pas le Gear 5, ça c'est une autre histoire. Mais on ne peut pas dire que le Gear 5 n'est pas badass, que le Gear 5 est ridicule et que Luffy a glow down, parce que c'est là où voulait en
venir Oda. C'est ce qu'il voulait faire depuis le début et il l'a réussi. Maintenant, encore une fois, si on n'aime pas, c'est autre chose. Mais le Gear 5 est une totale réussite dans ce que voulait faire Oda. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.